Bonjour à tous. Donc Bonjour. je me présente, je m'appelle Corinne Polvé et je suis ici avec Mathieu Crouzet, représenté en haut, avec Kylian Pano, en direct du Japon. C'est pour ça qu'il est en petit dans l'écran, ce n'est pas vraiment l'ordinateur. Et moi, je m'appelle Corinne Polvé, je l'ai déjà dit, je crois. Nous sommes tous les trois développeurs chez Amadeus, donc je ne vais pas vous représenter Amadeus, vous avez dû sans doute avoir quelques présentations d'Amadeus dans différents talks. Mais dans notre temps libre, on a travaillé sur une application révolutionnaire incroyable et on aimerait la mettre en prod devant vous aujourd'hui. Alors, je laisse l'honneur à Mathieu. Allez, c'est parti. Alors, pendant ce temps-là, je vais un peu nous présenter. Mathieu a fait la partie back-end de cette application, moi la partie Ouais, front-end, et Kylian est notre client slash UX parce qu'il aime bien faire un peu du ouais. UX à ses heures par dix. Bah du coup, la partie front-end, on est bien, mais je crois que Corinne, t'as fait une connerie. Ça marche pas beaucoup là. C'est quoi ça? Bah là, tu vois bien que t'appelles un call qui n'existe pas. Bah, To-do, on a dit qu'on faisait une to-do list, mais quand j'avais écrit to-do, T-O-U-T, D-O-U-X, c'était une blague non pour mais faire le jeu de mots tu en français. rigoles, Hein, mais... ça marchait hier. Non, mais Ça c'était... marchait il y a une semaine. Je suis Ouais, sûre mais que... c'était la blague pour la démo. Après, j'ai Non tout mais remis en anglais, tu peux pas comme changer prévu. les interfaces comme ça. To-do, on avait dit que c'était to-do. Enfin, à un moment, ça va pas du tout. Là, c'est n'importe quoi. Là. Bah, le vert et le rose, c'est ce que tu m'avais mis à la base. Hein. Moi, j'ai appliqué vraiment. Non, mais je suis sûre que j'ai vu ce mock-up quelque part. Non, tu ne peux pas me dire que tu as changé les couleurs. T'imagines le temps, moi, pour réparer ça, les couleurs, ça me prendra. Toi, il faut que je le mette dans le composant d'erreur, dans le bouton. Non, j'en ai pour au moins un mois. Le temps de prendre le design, le mettre un peu partout. Non, mais, non, mais là, tu peux pas me sortir ça maintenant. Moi, de toute façon, je pense que si l'application, là, elle est pétée, c'est un. Bon, déjà, bon, le design, ok, c'est moche, mais à la base, Mathieu, je suis désolée, mais le To-Do, il marchait. Et je suis sûre que tu as juste découvert hier que To-Do, ça s'écrivait T-O-D-O. Et Ouais. que tu as voulu nous le fixer là, comme ça, pour que ça passe en secret pour tout le Je sais que monde. tous ceux de l'équipe ils savent que c'est pas moi le meilleur en anglais, mais quand même, c'était juste une blague. Hein. Je sais quand même que to do, Mais, ça s'écrit Théo, Déo, hein, quand même, faut pas mais abuser. Mais modifie. par exemple, je suis sûr que la dernière fois, quand on était à l'afterwork, on a parlé des dates, Je et le crois. format des dates, tu l'as pas changé. Je suis sûr que tu as toujours mis le timestamp au lieu de la date ISO, donc ça doit Ben, toujours pas marcher, ça non plus. ben ouais, les nombres, c'est ce qu'on avait dit, non? Quand je change de date, je te donne le timestamp de l'échéance, non? Non, non, c'est juste une date, on avait dit juste la string, la date sous format ISO. Ouais, bon, j'ai peut-être pris quelques. J'ai un petit peu interprété, mais c'était pas clair en même temps. Si tu m'avais dit, j'aurais fait. Et puis bon, pour le design, Kylian, t'es gentil, mais je suis sûre que le rose et le vert, tu me l'as déjà sorti. Change pas d'avis au dernier moment, c'est bien l'agilité. Ben, c'est pas changer tous les 4 matins hein, aussi. Hein. Là, on fait quoi pour la prod? Bon, bah ouais, mais là, en état, y a rien qui est sortable, quoi. Donc, juste, on va faire un petit aparté, on va profiter. On a notre manager dans la salle et on veut juste lui dire, c'est pas nous chef, c'est vraiment le système qui est mal fait, mais c'est pas de notre faute à tous les trois, promis. Alors, est-ce que c'est un peu exagéré ou est-ce que quelque part, ils n'avaient pas un peu raison? Alors, je vais vous partager un échange avec Mathieu, justement, concernant ces échéances. Et comme on peut le voir, bon, les canaux de décision et de discussion peuvent être un peu discutables. Par exemple, ici, l'afterwork. Est-ce que c'est vraiment le moment? Ça peut se discuter. Alors, quels sont les problèmes dans cette équipe? Dans cette équipe, on n'a que des accords oraux, des échanges de mails avec des forwards, des reply all de temps en temps quand les gens y pensent. Beaucoup d'informations qui passent à une partie de nos équipes, mais pas tout le monde visiblement. Donc pas de canaux de communication clairs et directs. Ensuite, on a chacun notre propre source de la vérité, une interprétation, une version sur laquelle on travaille. Et à la fin, on travaille avec chacun sa version, son modèle de ce qu'on va livrer dans sa tête, mais ils ne sont pas forcément accordés. Enfin, on travaille tous les trois indépendamment, on livre chacun de notre côté, et puis au final, on aime bien discuter, mais juste en afterwork. On n'aime pas trop échanger dans le cadre du travail. Ce qui fait que nos cycles de livraison sont indépendants, sont un peu trop décorrélés, et résultat, on casse sur un to-do.
Et enfin, on va parler du cas de l'échéance. Les spécifications sont incomplètes et ça donne un peu trop de liberté au développement. Et notamment quand on est comme moi une développeuse qui n'aime pas du tout parler aux gens, mais pas du tout, eh bien il y a des prises de décision qui peuvent être un peu douteuses. Alors maintenant, on va revenir un peu en arrière et on va se poser la question, dans d'autres cas de la vie, où en fait finalement, on ne s'attendrait pas à avoir autant de flou artistique et où on n'accepterait pas un tel flou artistique, notamment un premier emploi, la location d'une voiture et l'achat d'une maison. Si le prix se met à changer au milieu parce que chacun a son propre contrat d'achat de maison, on va avoir quelques problèmes. Donc effectivement, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on met en place? Bon, j'ai déjà dit le mot, j'ai un peu spoilé. On met en place un contrat. Donc vous allez retrouver ce petit icône un petit peu partout pendant cette présentation. C'est pour vous aider à identifier les contrats dont on va parler. Mais au-delà du dev, on a parlé au-delà du dev, mais dans le dev, concrètement, qu'est-ce que c'est un contrat? Eh bien, le contrat, ça va être l'unique source de vérité, définie à un instant T. Elle peut être versionnée, donc. Ça va définir de manière formelle les entrées et les sorties d'un système. Donc, ce qu'on attend en entrée, en input, en output. Et quand je parle de système, ça peut être une fonction, une API, REST notamment, même un design. Et si on allait un petit peu plus loin, et que notre contrat, mince, on voit la tête de Kylian, désolé Kylian, je te floute, hop, parce qu'on te voit trop. Bon, tant pis, on va le bouger. Je laisse bouger. Je laisse bouger Kylian. Donc, et si on se servait... C'est facile, il est facile à bouger. Voilà, hop, on a bougé Kylian. Je suis désolée Kylian. Et donc, si ce contrat, on s'en servait cette fois-ci comme même entrée, enfin même pour générer notre projet, c'est-à-dire on va générer notre documentation, mais on va générer aussi notre code. Et donc comme ça, a priori, on respecte le contrat. Alors, ça vous paraît peut-être pas très... Ça peut être un peu abstrait maintenant. Donc je me demande, Mathieu, si tu n'avais pas un exemple de ce qu'on aurait pu faire comme contrat pour sauver notre projet. Oui, bien sûr. Après, donc, si on repart d'un exemple simple, on va avoir du coup la discussion entre le dev backend et le dev frontend, donc entre l'application web et entre le serveur. Pour cet exemple-là, ça sera la discussion entre Corinne et moi. Donc, dans l'exemple qu'on vous a montré, par exemple pour le due date, Corinne, elle m'envoyait un timestamp. Sauf que, problème, moi, côté serveur, j'avais développé avec une date ISO. Du coup, je lui ai envoyé une erreur 400. Ça ne marche pas sur l'application en prod. Tout est pété et personne ne peut mettre à jour la date. Donc, une fois qu'on s'est mis d'accord, si Corinne, maintenant, elle m'envoie bien la date sous le format ISO, comme prévu, vu que c'est ce qu'on avait discuté, Corinne. Oui, oui, je me souviens, après ces 3 grenadines. Maintenant, on a un status 200. Donc, tout va bien, c'est résolu. Et Kylian va être content parce que son application va mieux marcher. Mais comment est-ce que j'aurais su qu'il fallait envoyer ça, hein? Dis-moi. C'est ce qu'on va voir. Du coup, il y a un des contrats les plus connus, c'est OpenAPI. Donc, OpenAPI, c'est une spécification pour tous les calls HTTP, HTTPS aussi pour ceux qui veulent la partie sécurité, pour toute votre communication API. Donc là-dedans, on va pouvoir définir l'ensemble de toutes nos requêtes, donc que ce soit get, post, patch, delete, etc. On va pouvoir définir aussi tous les modèles d'entrée, tous les modèles de sortie. On va pouvoir définir pour chacune des opérations, du coup, quels seront les codes de réponse et quel modèle est associé à celui-ci. Et on va pouvoir aussi faire toute la documentation directement, tout dans le même contrat. Et grâce à ça, on a aussi des générateurs de code qui vont pouvoir... on va pouvoir s'assurer d'avoir généré le bon code dans le bon langage, enfin celui dont on a besoin pour notre projet, et aussi même la documentation qui, elle, sera forcément du coup alignée avec le code. Parce que ça, c'est un des trucs qu'on connaît tous. La documentation, les développeurs, on n'aime pas écrire ça, et du coup, elle n'est jamais à jour par rapport au code, et ça peut poser des problèmes entre ce que le client croit qu'il peut faire et ce qu'il peut vraiment faire sur son application. Et du coup, quand tu veux mettre à jour la spec, ça se passe comment? Parce que, ok, on s'est mis d'accord, on a fait une nouvelle version. Dis-moi comment ça marche. Donc là, pour notre exemple, va falloir qu'on fasse une nouvelle version des specs où c'est to-do, TO, DO et pas to-do en français. Donc on va écrire une nouvelle version des specs. Cette fois-ci, on va se mettre d'accord tous les deux en avance de phase. Comme ça, on est sûr que tout va bien. Donc, une fois qu'on a cette nouvelle version des specs, comme je vous disais, on va utiliser le générateur de code. De mon côté, je vais générer et le code serveur et la documentation pour que toi, tu puisses l'utiliser.
Ah, c'est cool. Donc, du coup, moi, de mon côté, pareil. Toi, tu le génères dans ton Java, là, ton truc, machin. Et moi, je suis contente, je le génère en TypeScript. OK. Très bien. Du coup, moi, à partir de là, ma CI, elle tourne. Ça fait une vérification en CI. Ouais, mais attends, bah, c'est super, ça tourne chez toi, mais moi, chez moi, ça pète, hein. Ah, Là, ta spec, elle est gentille, mais si tu loads en prod et que moi, j'appelle ton API, ben, ça va péter. ouais, je pense que c'est parce que j'ai retiré Todoux. Bah, écoute, moi, ce que je te propose, c'est que dans un premier temps, on essaye un peu de discuter comment on fait pour gérer effectivement ce changement qui va casser la production et peut-être le rationaliser pour le faire autrement. Moi, ce que je te propose, parce qu'on va faire simple, on a une seule instance en production de notre API, eh ben, tu vas me supporter Todoux et Todo un certain temps. Moi, je vais faire mes changements et puis comme ça, toi, tu loads, c'est transparent pour moi. Et moi, je code la nouvelle version qui tape le bon endpoint. Et derrière, j'ai la liberté de délivrer quand j'en ai envie et quand je suis prête. Ok, du coup, là, cette fois-ci, avec la nouvelle version de nos specs, on a le code qui est généré, ça fonctionne pour le partie back-end et pour la partie front-end. Donc, moi, je vais pouvoir commencer l'implémentation finale du coup, de mon développement, côté back-end, et toi aussi, pour le côté front-end. Et je fais comment pour savoir qu'on a une nouvelle version à jour que je peux utiliser? Alors ça, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait une presse hier, c'était la presse de Fabrice et Vincent, qui parlait un petit peu que tous les devs étaient accros aux dépendances. Et donc c'est pareil, on va utiliser le même système que celui qu'ils vous ont présenté, c'est Renovate. Du coup, Renovate, c'est un bot qui va scanner toutes les dépendances de votre projet et qui va vous proposer des pull requests pour mettre à jour vos dépendances. Et du coup, il y a une des options sur Renovate qui permet de tourner des commandes. Donc nous, on va se servir de cette option pour tourner la génération de notre code. Et du coup, on va avoir sur la pipeline toute la CI qui va tourner et vérifier du coup que tout se passe bien, et pour moi, et pour Corinne, avant qu'on puisse merger cette nouvelle spécification. Donc, j'ai même pas à me soucier s'il y a une nouvelle version. Je sais directement si tu m'as encore sorti quelque chose qui va tout me casser. Ouais, tous les matins, si on a fait un nouveau truc, tous les matins, on aura une PR sur Renovate. Ah, c'est pas mal quand même, hein. On aurait dû faire ça avant. C'est ce que je t'avais dit. Ouais, tu l'avais dit, tu l'avais dit. Bon, je te laisse. Allez, on va vous faire un petit peu la démo de ce qu'on a pu faire. Hop, donc là, C'est peut-être un peu petit. c'est peut-être un peu petit. Hop. Et zoom un peu. Tout le monde voit? Ok. Ok, donc là, ça va être notre projet. Donc juste pour l'exemple, du coup, nous, on a fait un projet où on a mis le back-end, le front-end, tout dans le même repo. Mais c'est juste pour l'exemple. Chez Amadeus, on ne fait pas exactement comme ça. On a mis du Chez coup... Todo Corporation. Ouais. Donc on a mis un folder contracts dans lequel on a un folder API dans lequel j'ai ma spec OpenAPI. Donc dedans, on va pouvoir voir que j'ai défini l'ensemble de mes modèles, mais aussi l'ensemble des endpoints qui peuvent être appelés par Corinne. Donc on a toutes ces infos. Donc côté back-end, moi j'ai généré un SDK dans lequel on va pouvoir retrouver toutes ces informations typées en Java, en Quarkus, du coup, pour avoir mon serveur. Donc là, on voit qu'on a toutes les infos pour mon API, tous les modèles qui sont définis correctement. Et on a fait exactement la même chose, mais en TypeScript cette fois, pour Corinne. Parce que c'est mieux. Pour, du coup, la partie front-end. Donc là, on voit aussi qu'elle a tous les endpoints qui sont déjà typés. Comme ça, elle est sûre de ne pas faire une erreur dans ce qu'elle m'envoie ou dans ce qu'elle reçoit. Hop. Donc, une fois qu'on a tout le code qui est généré correctement, si on revient sur notre application et que cette fois-ci, on se met sur celle qui marche, on voit que là, on a bien reçu toutes les tâches qu'on avait déjà créées dans notre liste de to-do. Et donc là, tout va mieux. Enfin, presque. Ouais. Je rappelle que Kylian, il râlait un petit peu sur le design, non? Ouais, moi j'aurais dit on peut aller en prod avec ça, hein. Pour être sûr que vous soyez aligné, déjà la première chose qu'il faut qu'on sache, c'est qu'il me faut, moi, un degré de customisation. Donc il faut qu'on se mette d'accord sur
qu'est-ce qu'on peut modifier dans l'application et sur qu'est-ce que ça va toucher. En plus, il faut que quand on propose une modification ou un changement de couleur, un truc comme ça, ce soit cohérent. Il ne faut pas être juste, il y a un bouton qui change de couleur et tous les autres restent de la couleur précédente. Ça n'a pas de sens. Et enfin, on aimerait bien que fasse ça entièrement nous-mêmes douce, parce que ça risque de nous coûter un peu cher à tout faire. Donc, il faudrait que ça se laisse bien qu'on regarde qu'est-ce qui est fait sur l'industrie, qu'est-ce qui est fait au niveau de l'industrie pour pouvoir régler ce genre de problème. Et donc, j'ai fait un petit tour sur le net. Et je voulais savoir, vous avez déjà entendu parler des design tokens? Est-ce qu'il y en a dans la salle? Oui, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire avec. Donc, dans un premier temps, on va définir je vais définir mon design system. Donc, sur mon design system, je vais avoir trois niveaux différents de design. Donc, le premier, c'est le thème. Dans le thème, je vais pouvoir définir quelles sont les différentes couleurs que je vais pouvoir utiliser dans mon application, ou quelles sont les différentes variables que je vais pouvoir avoir. Donc, par exemple, là, je vais décider que mon application n'aura que deux types de couleurs différentes, primaire, secondaire, et une taille que j'aurai plutôt en plus. Après, j'ai mon niveau fonctionnel. Dans mon niveau fonctionnel, c'est là où je vais appliquer à chacun des couleurs, je vais choisir des couleurs, je vais leur appliquer quelles sont leurs fonctionnalités dans l'application. Donc, par exemple, j'ai décidé que les titres seraient de la couleur primaire et que les textes seraient toujours de la couleur secondaire. Et enfin, dans mon troisième level, là c'est au niveau composant, je vais pouvoir, pour chacun des composants de l'application, définir quelles sont les couleurs auxquelles ça fait référence et quelles sont les différentes variables que je vais pouvoir utiliser dans les différents composants de l'application. Le truc qui est pratique avec ça, c'est que si demain j'ai envie de changer juste le secondaire couleur, et je change cette couleur-là qu'à un seul endroit et ça va s'appliquer sur l'ensemble de l'application grâce aux différentes préférences que je vais mettre en place. Donc, comment ça marche au niveau de mes outils de design, ça? Alors, si on regarde par exemple comment on peut faire dans Figma, je vais pouvoir avoir mon set de variables que je vais définir directement dans mon outil de design, et je vais pouvoir faire référence à ces variables, et je vais pouvoir créer des variables qui font référence au précédent. Donc, ça va pouvoir faire cette arc qu'on avait juste avant. Et bien sûr, en plus des variables, je vais pouvoir éditer ces variables pour ajouter du contexte, ajouter de la description pour que Corinne sache à peu près comment les utiliser et qu'est-ce qu'elle va pouvoir en faire de nos différentes variables. Donc ça, c'est bien bon pour mon truc de design, mais après, comment ça marche au niveau des comptes avec Corinne? Et bien, c'est là que le design token va faire son job et va, par rapport à ce que j'ai rentré dans mes outils de design, va mettre en place un contrat qui est donc sous forme de JSON. Et ce contrat va permettre également, donc en plus d'être dans un format standard, va permettre également de pouvoir être étendu avec différentes informations qui viendraient de l'outil de design pour donner encore plus de contexte à Corinne. Et bien sûr, et vous voyez dans le JSON qui est à l'écran, on va pouvoir également pour l'ensemble des variables typer. Alors c'est tout ce qui va faire tout ça, moi qui suis designer, de typer des variables, je suppose ce que ça veut dire. Mais je suis sûr que ça va beaucoup aider Corinne qui va pouvoir s'en sortir un peu mieux avec ce type côté front-end pour savoir comment utiliser ces variables, dans quel contexte et quels sont les types de ces variables. Et enfin, comme OpenAPI qu'on vous a montré juste avant, ça va permettre également de rentrer de la documentation directement dans l'outil design et passer cette documentation à Corinne qui saura exactement, j'espère, ça va être une notion dans le elle saura comment utiliser mes variables et où est-ce qu'elles vont et à quoi elles font référence. Du coup, que button border, c'est la bordure d'un bouton. Et du coup, tu vas écrire du JSON, toi? C'est bon, j'ai déjà des outils qui le font pour moi. Comme je vous ai dit, chez Figma, par exemple, dans Figma, je peux rentrer mes variables et grâce à une petite plugin qui est déjà présent et qui est relativement utilisé dans Figma, je vais pouvoir générer automatiquement le beau design de Figma que je vous ai montré juste avant. Et bien sûr, ces JSON Figma-là, Corinne, je suis sûr que tu peux rien en faire. Ouais, non, ça m'aide pas. Ouais, je sais. Mais t'inquiète pas, dans l'industrie aussi, il existe déjà des outils comme Style Dictionary qui permettent directement, à partir de ces designs, de générer du CSS. Ouais, mais moi je bosse en SaaS. Enfin, c'est gentil le CSS, mais ça m'aide pas plus que ça. Ouais, je sais pas trop ce que c'est que ça, mais t'inquiète, cet outil-là te permet pas que de générer que du CSS, te permet également de générer différents langages comme a priori SAS et LS. Et je sais pas si tu te souviens, Corinne, aussi, mais on avait
dit que potentiellement on voudrait faire une native application Ouais, ouais. de notre to-do list. Et alors ça tombe super bien parce que cet outil permet déjà de générer des styles pour les différents types de native applications qui existent. Et bien sûr, en plus de ça, si tu veux intégrer différentes variables dans tes frameworks de front-end, et ben, même outil, même token de base, même design token de base, et à la fin, ça va pouvoir te créer des variables directement pour tes frameworks préférés. C'est cool, non? Ouais, ça paraît pas mal. Mais là, j'ai parlé de Figma, c'est sûr, parce que Figma, on l'utilise beaucoup chez nous, mais c'est vrai que ces outils, ces plugins existent déjà pour pratiquement l'ensemble des outils de design. Donc pour les designers qui sont habitués sur autre chose, on n'a même pas besoin de changer d'outil, même pas besoin de changer de tool. Tout est déjà setup pour pouvoir avoir les design tokens et pour pouvoir avoir le CSS qui est même pour coder. Donc c'est cool, non? Je vais pouvoir customiser le truc sur Azure, je vais pouvoir créer l'application comme je veux, et ça va être sympa, non? Je vais pouvoir m'adapter tout le temps. C'est génial. Je suis ravie. Ouais, je ne le vois pas, mais je te sens ravi. Bah, et c'est un peu vrai, ouais. Je vais pouvoir le faire, mais je vais pouvoir le faire de façon un peu plus ordonnée que ce qu'on faisait avant. Donc pour ça, on va pouvoir mettre en place du semantic versioning. Donc en semantic versioning, on va par exemple définir que pour un patch, un bit qui change pas, et là je vais pouvoir changer toutes les valeurs des tokens que je veux. Alors tous les tokens qui ont des valeurs, pas ceux qui référencent d'autres variables. Après, on peut dire que pour les minors, par exemple, là, je vais pouvoir d'ajouter des nouveaux tokens, comme ça, tu auras de nouvelles variables pour jouer avec, Corinne, de ton côté, tu vas pouvoir t'amuser à mettre dans des nouveaux composants, par exemple. Et en plus de ça, c'est là que je vais t'indiquer quels sont les tokens qui sont dépréciés, quels sont ceux que tu ne veux plus avoir besoin dans les prochaines années. Et enfin, sur une majeure version, dont tu devrais parler souvent, c'est là, par contre, je vais supprimer les tokens, ceux qui ont été dépréciés avant, et en plus de ça, là, je vais pouvoir changer les différentes références pour refaire une réponse complète au niveau nécessaire. Génial. Bah, c'est un peu mieux, non? Ouais, un peu. Bon alors, je suis sûr que tu as une question là, Corinne, c'est comment on peut tout ça ensemble, parce que bon, on a vu qu'il y a une norme, mais ça nous dit pas exactement comment on va pouvoir exactement appliquer ça sur ton application. Ouais, tu me publies ça où? Pardon? Tu me publies ça où? Alors, justement, ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps publier ces tokens-là sur un registry. Donc à chaque nouvelle version, je vais republier une nouvelle version sur ce registre-là. Et grâce à ça, à chaque fois que je vais avoir un patch, comme vous disiez, un changement de patch, dans ce cas-là, les couleurs vont s'appliquer directement sur l'application sans qu'il y ait grand-chose d'autre à faire. Rien n'a changé dans le code au niveau de Corée. Juste prendre une nouvelle version de mes design tokens. Et bien sûr, si on veut créer un nouveau composant, dans ce cas-là, tu vas avoir besoin d'un nouveau token que je te fournis. Donc je vais te fournir une nouvelle minor de mes design tokens et tu vas pouvoir l'utiliser pour un nouveau composant. Et pour une fois, elle va bosser un petit peu. Super. Ouais. Mais bon, là, je sais ce que tu vas me dire, mais il y a encore un petit peu de boulot à faire de ton côté, un petit peu de boulot manuel, je sais que ça peut te faire, mais... Ouais, les changements de version, tout ça, c'est chiant. Ouais, je sais que c'est chiant. Mais t'inquiète pas, on va pouvoir utiliser le même code que Mathieu a décrit tout à l'heure. On va pouvoir mettre en place un Renovate. Et grâce à Renovate, tu auras les couleurs qui sont appliquées automatiquement sans que tu aies rien à faire. Et tu verras automatiquement les nouvelles tokens que tu aurais créées grâce à un pull request que tu aurais créé directement sur ton application. Donc donc j'arrive au boulot et j'ai une nouvelle PR et le design il a changé et ça marche et tout est magique. C'est exactement ça. Ouais, je pense que je vais être bientôt remplacée, j'ai l'impression. Exactement, tu es très très Merci Kylian. Merci Mathieu pour le switch. Donc, ouais, donc voilà le design c'est le design en fait que Corinne a reçu. Alors, Corinne a reçu avec déjà des couleurs qui sont un peu bizarres, mais Du rose et du vert. je me souviens. Ouais, non. Et c'est très bien, on va pouvoir directement changer enfin, Mathieu, pour le coup, tu n'as pas eu le droit d'édition sur ton fichier. Si, design c'est variable. Ah, pardon, c'est pas la même version que moi. Donc, merci. Donc là, vu que pour changer donc, effectivement les variables, directement sur mon outil design, donc là en gros le rose qui pour le coup n'est pas super, on va plutôt transformer en bleu,
Je trouvais ça bizarre aussi. Je trouvais ça un peu bizarre aussi. Bravo, ça a marché. Bon, là c'est pas mal, on a tout qui est prêt, c'était pas ce que tu voulais, on peut aller en prod, là c'est bien. On devrait. Allez, vas-y. Ok. C'est quoi ça? T'es vraiment sûr de toi? Parce que bon. Ok, moi je suis pas convaincue non plus, hein. Bon, explique-moi, je suis pas trop là. Ok, mais ok, mais tu sais que c'est pas magique, hein. Il faut quand même que je fasse deux, trois trucs, hein. Ton CMS, là, pour le moment, il ne connaît pas mon application, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Du coup, comment est-ce que j'explique à mes utilisateurs qu'est-ce qu'ils peuvent changer et éventuellement après utiliser leur plugin d'A/B testing pour partir sur une variant 1 ou 2. Ça me... Ok, attends, je vais réfléchir 2 secondes et je vais voir ce que je peux faire. Moi, je pense qu'on pourrait se baser un peu sur les mêmes idées que ce qu'on a pu voir jusque-là, un contrat. Et donc, du coup, mon contrat, il va décrire mon application. Il va donc expliquer ce qu'il y a dans mon code et ce qui est configurable. Et après, ça sera au plugin d'A/B testing, donc de m'exposer une configuration ou une autre sur lesquelles je dois me baser pour savoir si je montre le design qui était sympa que tu nous avais montré versus le truc tout raturé que tu nous as mis ensuite. Ok, ok. Ben, je vais voir. Donc l'idée là, ça serait... Bon, le fichier de config, je vois bien comment on peut le faire. Moi, l'idée, ce qui m'embête un peu, c'est le contrat. Qu'est-ce qu'on fait pour que le CMS sache ce qui est configurable dans mon application et puisse du coup faire des formulaires et expliquer à l'utilisateur ce qu'il peut configurer pour la suite. Donc, alors, l'idée, ça serait de partir de ce qu'on a à gauche, c'est-à-dire mon code avec ma configuration. Donc, ça va être, on est sur de l'Angular là-dessus.
Donc il va être un objet de configuration. On a aussi une propriété, la side border mode, et donc je l'ai appelé comme ça parce que je pense qu'on va garder la side border à la fin. Donc si c'est à true, je garde le précédent design. Si c'est à false, je passe sur l'ancien, enfin sur le nouveau. L'idée, ce qui serait bien, c'est que moi je puisse décrire en JSON également, de manière complètement conforme au code, donc les configurations possibles. Donc pour ça, on va se baser sur un extracteur de code. Alors jusque-là, tous les standards qu'on vous a présentés, tout ce qu'on vous a présenté, Open API, Design Token, ce sont des standards de l'industrie. Ici, ça va être un tool qu'on a travaillé avec notre équipe et qu'on a open sourcé, donc vous pouvez l'utiliser, vous pouvez vous en inspirer, et ça nous permet donc de parser le code qui est à gauche, donc du TypeScript, donc d'identifier par exemple les type-docs, les classes, donc ici, les interfaces, excusez-moi, configuration, la description des différentes propriétés, leur type, et leur valeur par défaut également, false, ici. Et donc du coup, ici, le traduire en un JSON avec les mêmes concepts. Donc nous avons ma config, to-do-item config, une description, ici. Alors, le side border mode, je peux rajouter un label qui va être un peu plus compréhensible pour mes utilisateurs qui vont être dans mon CMS. Donc, tout est basé, tout est directement extrait du code. Et donc, du coup, ce que j'ai utilisé, voilà, c'est notre librairie qui s'appelle Auteur. Voilà, c'était le petit moment pub. Je vais vous montrer un petit peu concrètement à quoi ça ressemble. Alors, j'ai pas fait tout le setup avec le CMS. Vous m'excuserez. C'est juste pour un peu vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Donc, ici, je vais dans mon application, hop, dans mes sources, et on va retrouver mon petit composant to-do-item. Donc, to-do-item, ça doit être ici. Il a sa configuration. Donc, voilà, je la code, je l'utilise dans mon code pour savoir si à true ou à false, j'active un comportement ou non. Et comme vous pouvez le voir, alors, on va ensuite avoir... Je ne vais pas le tourner ici, on va vous éviter ça, ça va aller un peu plus vite. Non, c'est pas celui-là de package.json. Ici, donc nous avons ici un extract metadata, donc qui va être ici un script qui nous permet donc d'extraire, et on a décidé de le mettre avec tous les autres contrats, mais celui-ci dans la partie generated, donc la description de notre application sur un point de vue de configuration. Et on retrouve exactement le display side on write mode. Voilà. Donc c'est à partir de ce script qu'on a juste à tourner, qu'on va extraire et voilà, avoir le nouveau component config metadata.json. Et derrière, imaginons, voilà, c'est pour la démo, on ne l'a pas codé, mais imaginons ensuite un outil, une application qui se base sur ce fichier JSON, propose un formulaire et derrière donc, va permettre à l'utilisateur de choisir sa configuration qu'il veut appliquer tout le temps ou suivant certains cas pour de l'A/B testing. Donc par exemple, un utilisateur sur deux, etc. Un certain marché. Et donc je vais juste dans mon petit... Alors, attends. Ok, donc elle est... Je vais récupérer le truc. Bon, prends-moi cette machine de l'enfer. Non, je voulais juste remontrer l'app. Ok, elle est là. Merci. Donc ici, on a notre app. Et effectivement, comme n'importe quel fichier de config, on se base dessus. Et si je passe à false, voilà, pas de surprise. Commande S. Voilà, on repasse sur la version qui est barrée. Donc on peut imaginer de bout en bout le scénario où on va relier notre application Angular directement avec le Content Management Service et pouvoir driver l'application, son affichage suivant certaines contraintes. Moi, je trouve ça très beau, Kylian, ton design. Ah, ça ne m'étonne pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a quitté notre cercle de dispute. Donc, comme vous pouvez le voir, on va arrêter de s'engueuler. Et on va mettre en place un cercle vertueux. Donc maintenant, grâce à l'établissement de contrats, on va mieux travailler. Moi, de mon côté, sur mon intégration avec mon back-end
je vais savoir exactement les fonctions pour appeler mon API et j'aurai même pas à me soucier de typo ou quoi que ce soit. J'aurai directement les interfaces que je dois utiliser, je saurai quel type utiliser et je ne devrai pas me tromper dans mes appels. Je peux communiquer, je sais quelle variable CSL utiliser et permettre donc du coup à mon UX de faire ces petits changements qui seront reflétés directement dans mon application et j'expose mes configurations à mon CMS. Merci. Moi, de mon côté, du coup, maintenant que je dois discuter un petit peu plus avec Corinne sur le format des données, tout est plus clair. Au moins, je sais ce qu'elle va m'envoyer. Je sais que ça ne va pas faire péter mon serveur et que je ne vais pas devoir le restarter toutes les 5 minutes. Et du coup, je vais pouvoir un peu réduire ma dose de café parce que dernièrement, à cause de Corinne, ça avait quand même pas mal augmenté. La mienne aussi, t'inquiète pas. Alors, on arrive à la fin de ce talk et on va juste récapituler un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que ça a apporté? L'utilisation de contrats et la génération de code par contrat. Donc, vraiment cette partie-là. Eh bien, ces contrats, comme on a vu depuis le début, on les publie sur un registre, il est versionné. On sait quel fichier est valable pour un instant T, un fichier commun pour tous. Ensuite, du fait qu'on a généré le code de part et d'autre à partir du contrat, ça va nous éviter toutes les problématiques de typo. Ça va donc nous assurer une stabilité au niveau de petits bugs de ce genre, mais également une stabilité en production. Par exemple, quand on va faire des évolutions, on en a parlé avec Kylian sur son respect du SEMVer vis-à-vis des design tokens, et avec Mathieu sur les stratégies qu'on va mettre en place pour éviter de casser la prod en faisant un load malheureux. Enfin, donc, on va avoir une cohérence entre le code et la documentation directement tirée de la génération de code. Tous ces fichiers sont du YAML, du JSON et sont donc des fichiers de texte qui sont compatibles avec les outils de versionning. Donc il y a deux avantages. Le premier, c'est la traçabilité. On sait qui a changé quoi quand. C'est quand même plutôt pratique dans notre travail quand même. Et le deuxième, c'est qu'on va pouvoir utiliser donc tous les toolings autour de Git. Donc éventuellement utiliser Renovate et ce genre d'outils, ce qui va vraiment nous aider à accélérer le développement et le stabiliser aussi. Donc tout ça, ça va nous permettre d'avoir un code plus propre, un code plus stable et un code qui va évoluer plus facilement. Donc on arrive à la fin de ce talk. Je vous remercie pour votre patience. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'une chose à faire. Commencez votre prochain projet ou votre projet actuel en y incluant des contrats pour une meilleure stabilité en production. Je vous laisse ici quelques liens utiles. Donc, dedans, on va avoir le rappel des standards qu'on a utilisés, OpenAPI et Design Token. Puis, à gauche, l'application de démo qu'on a partagée, qui est maintenant open source. Notre framework UI qu'on utilise de notre côté pour pouvoir, faire donc l'extraction de code et générer les métadonnées pour le CMS. Et enfin, les feedbacks, s'il vous plaît, ça peut nous aider pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions du coup? Oui. On va juste répéter plus fort pour que Kylian y puisse répondre. Kylian, du coup, la question, c'est pour les design tokens, comment est-ce qu'on peut les pusher sur le registry du coup? Et est-ce qu'il y a déjà des plugins qui existent? Enfin, si je comprends bien la question, c'est et comment on utilise que tu appelles? Où est-ce qu'ils sont poussés et comment ils sont utilisés par l'application du coup? La question, Kylian.
Et si j'ai bien compris aussi, la question, c'est quel type de registry sur lesquels on les envoie. Alors, on ne s'est pas encore fixé. Là, on est parti, nous, de coder sur des registres NPM. C'est plus simple pour le versionning. Et puis que ça permet directement d'avoir des JSON, des artefacts NPM. Et donc, ça permet d'avoir, de côté de ton application front-end, une pure dépendance NPM dessus qui va te ramener donc, le JSON qui va bien et qui va faciliter la génération de ton CSS. Il y a d'autres questions? Désolé Kylian, on te redéplace. Tu bloquais la petite loutre. On a caché la loutre, c'était pas bien. Pas d'autres questions? Ah si. Alors, Oui. alors, Auteur, c'est pas que ça. Nous, on s'en sert chez Amadeus, donc on fait de l'extraction de code, donc pour la configuration, comme Corinne elle vous a montré. On le fait aussi pour de la localisation. On a aussi un rule engine du coup pour gérer des règles du coup dans la partie CMS, pour en fonction de data à runtime pour être capable de changer du coup des configurations ou des localisations. On va avoir aussi pas mal de helpers pour gérer l'intégration dans Angular. Donc on va avoir pas mal de générateurs de code. Et on a aussi tout un template pour générer des SDK côté TypeScript, du coup, pour la partie front-end. Du coup, on a tout ça. Auteur, ça a été créé, je pense, il y a peut-être 8 ans, 7-8 ans à peu près. Donc ça fait un petit moment qu'on travaille dessus. Et c'est Kylian qui a créé le framework à la base. Alors ça, on vous a un petit peu menti, on est tous les trois dans la même équipe, on est tous les trois des développeurs front-end. Pas de questions, donc on a fait ce qu'on pouvait pour la partie back-end. Donc jugez pas trop sur le... Non, vous pouvez aller voir le code back-end, ça a été validé par un de nos experts. Et donc oui, c'est notre travail à plein temps de travailler sur ce framework. En fait, c'est le framework UI qui est utilisé par les équipes qui travaillent sur des applications web, notamment pour les airlines, etc. Cette partie-là... Là, c'est que l'extraction de code du coup qu'on vous a montré qu'il y avait avec Auteur. Nous, ce qu'on voulait vous présenter, c'était plus le concept de travailler avec des contrats. Si on met un contrat en place, c'est plus simple pour travailler les uns avec les autres, plutôt que chacun travailler de son côté. Oui. Alors, pas forcément pour tout. Par exemple, l'extraction, c'est ce que je vous ai dit, c'est le seul... c'est vraiment je crois que s'il y a la partie design token sur lequel tu avais bossé, Kylian. Mais là, par exemple, nous, on a nos propres générateurs OpenAPI, notre propre template. Mais parce qu'en fait, ça correspondait plus aux besoins qu'on avait, nous, chez Amadeus. Mais il existe beaucoup de templates sur différents langages. Donc la partie TypeScript, c'est la nôtre. Mais Mathieu a utilisé celle de Quarkus, il n'y a pas touché et c'était déjà disponible. Pour les design tokens, tu as utilisé Style Dictionary, je crois, Kylian. Formatting pour le renvoyer sur un registre. Et il y a la partie génération de CSS. Alors effectivement, comme je disais, c'était Style Dictionary qu'on a utilisé, mais au-dessus Style Dictionary, on lui a fourni des formateurs également custom, on lui a fourni quelques des transformers, des transformers, qui viennent chez nous aussi, mais c'est des choses qu'on a fait au-dessus du Style Dictionary, juste pour les besoins de ce qu'on avait à Amadeus, et pour ajouter des règles de transformation après les tokens. Parce que les tokens, c'est pratique quand c'est extrait de tout, mais ça vient souvent avec les contraintes qui sont liées à Figma.
pour Figma, il y a des contraintes qui sont liées à Figma, qui sont que certaines variables ont des... alors on peut pas gérer des pourcentages, par exemple, en Figma. Donc dans ce cas-là, on a fallu, nous, remettre en place des tokens ou des transformers au-dessus pour pouvoir rajouter cette fonctionnalité de pourcentage qui est nécessaire pour le développement d'applications web. Mais donc oui, c'est des tools standards de base. Parce qu'on aime bien customiser chez Amadeus. Le petit truc custom, c'est juste notre utilisation chez Amadeus. C'est comment est-ce qu'on groupe du coup deux trucs standards les uns avec les autres, quoi. Mais on n'utilise que des contrats qui sont open source. Oui. Alors, nous, on regarde les diffs au niveau de la spec, notamment quand on travaille. Parce que la question, c'était est-ce qu'on se sert du diff pour le SDK, etc. Si j'ai bien compris, c'était ça, c'était le besoin du diff. Alors oui, quand on génère un nouveau SDK à partir de la spec, nous, on est en charge aussi de générer le SDK qui va être utilisé par les différentes équipes. Et effectivement, quand on voit des changements qui peuvent potentiellement être breaking, etc., on a eu le rôle d'aller alerter en disant « Attendez, là, on va avoir un souci, on a vu le diff. Il y a des choses qui sont nouvelles, qui sont rajoutées. Bon, ok, très bien, c'est des nouvelles fonctionnalités. Mais là, par contre, on a une interface qui a changé et on va avoir un souci. » Et après, ça engrange la communication, justement. Du coup, en fait, on s'en rend compte grâce à Renovate. En fait, on a Renovate qui ouvre les PR. Et quand Renovate il ouvre la PR, on voit du coup le diff du code qui a été généré. Et ça nous permet de se rendre compte facilement du coup de qu'est-ce qui a changé. Parce que oui, lire des specs, lire un contrat, des fois c'est pas forcément évident. Mais là du coup, grâce à Renovate, nous ça nous génère la PR où on voit du coup quelle partie de code a changé. Et c'est là où on peut facilement lever des points, de dire ah attention, là je vois que dans le code ça a changé ça. Ça va être breaking pour toutes les applications. Là nous le build il est successful parce que le SDK sans son utilisation, ça marche bien. Par contre, on sait que ça va poser des problèmes pour les autres. Et du coup, nous, on lève le point à ce moment-là pour être sûr que eux, de leur côté, ils valident pas cette version en production, quoi. Kylian, la question c'est est-ce qu'on a des contrats entre d'autres types d'équipes que back front et front UX? Du coup, je dirais le contrat des configurations qu'on vous a montré, ça va pas forcément être un contrat entre le front et le UX, ça va être un contrat entre le front, le UX et le business analyst qui lui va faire la configuration de l'application. Parce que ça va pas être le designer qui va choisir la configuration, ça va être le client qui étudie derrière et qui va dire bah, je préfère ce use case là pour mon business plutôt que, et un autre client pourra choisir une autre configuration potentiellement. Et après, il y a celle des localisations, où du coup, là, ça va être des traducteurs qui, eux, vont traduire toutes les strings. Et Fabrice, peut-être, tu en avais une autre à ajouter. Et un autre exemple que j'ai eu récemment en jouant un peu. Oui. Ce qu'on demande, c'est on se sert de Figma comme une espèce de base de documentation pour expliquer à nos sorties qu'est-ce qu'ils peuvent customiser, où est-ce qu'ils peuvent mettre leur couleur sans forcément être designer. C'est-à-dire qu'on a des clients qui ont déjà une charte graphique, et là, ça leur sert de documentation. Et j'ai un autre exemple récemment sur un projet sur lequel je bosse à côté avec Amadeus, mais où justement je me suis servi d'utiliser OpenAPI pour récupérer un schéma de la réponse que j'attendais de OpenAI. J'ai lancé l'API de OpenAI. Ça commence à faire beaucoup de AI. et en fait, je pouvais lui donner un schéma et lui dire, ben voilà, ma réponse, je l'attends sous cette forme-là. Ce qui m'a permis de partager mon interface entre
le back-end, les réponses back-end, et aussi ce que me répondait OpenAI et tout aligné. C'était un petit peu plus facile pour moi ensuite pour faire l'intégration front-end. Oui. Alors, ce que vous avez réussi à faire en fait en termes d'automatisation et de clarté des requirements, c'est absolument génial. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour éviter de tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire de dire qu'on retourne quelque part dans un système de silo et plutôt que de discuter avec le UX, on va dire bah écoute, t'as qu'à me faire un contrat plus clair. Ce qu'on met en place en termes de communication. Alors moi je la répète pour Kylian parce que peut-être qu'il aura envie de répondre. Alors la question c'était de dire c'était cool, on avait tout automatisé, mais est-ce que finalement on n'allait pas tomber dans le travers inverse qui était de finalement faire arrêter les personnes de se parler parce que tout repose sur un contrat et donc du coup beaucoup moins sur des interactions humaines, si j'ai bien compris. Par exemple, le chat qu'on a vu au tout début entre Corinne et Mathieu, il y a quand même une discussion entre les deux, il y a quand même besoin d'une discussion. Par contre, pour se mettre d'accord à la fin sur quoi ils sont d'accord, c'est là où il va y avoir le contrat, c'est là où il va y avoir le respect. Pour le design, c'est pareil. Le design, si par exemple j'ai fait un design qui n'est pas faisable, qui est beaucoup trop coûteux à être développé, si un designer fait un design qui est beaucoup trop coûteux à être développé pour une application front-end, ou alors qui n'est pas possible parce qu'on utilise une nouvelle composante par exemple qui ne le permet pas, dans ce cas-là, normalement, les développeurs front-end doivent aller voir l'UX et dire non, ça c'est pas forcément possible, on ne peut pas mettre ça dans le design template. Et éventuellement, même ce que j'avais mentionné avant, quand on a une spécification qui est cassée pour X raisons, d'intervenir et de lancer le débat beaucoup plus tôt que de le subir une fois que c'est livré en prod et que tout a pété chez tout le monde. C'est tout bon. Je vais juste faire un petit tour à la caméra pour qu'Kylian puisse voir la salle et être content de voir le monde qu'il y avait dans la salle. Parce que c'était pas facile pour lui, il avait aucun retour caméra. Attends. Tu me vois là, Kylian, ou pas Non. Parce que je te partage toujours l'écran. Ah, c'est bon, je te vois. C'est bon. Allez. Ouais. Dis bonjour à tous. Tour d'écran, comme ça, Kylian il peut voir un petit peu. On va te laisser reprendre ton train, prendre ton train en espérant. Ouais, en effet, on va laisser rentrer Kylian parce qu'il est au Japon, donc il y a quelques heures de décalage. Ouais. Bonne nuit. Donc bon retour Kylian, rentre bien et merci à tous pour la démo. Merci à tous.